En 2004, une expédition conjointe d'archéologie marine turque et américaine opérait dans le golfe Persique à une profondeur de 400 mètres. Ils ne cherchaient pas ce qu'ils ont trouvé. L'équipement sonar de l'équipe a détecté une formation sur le fond océanique que l'archéologue principal, le docteur Mehmet Odawan, a décrite plus tard dans une seule interview de journal comme quelque chose qui n'avait aucun sens géologique. Cette structure zylindromure cylindrique disposée en un schéma hexagonal parfait avec une structure au centre. Chaque cylindre d'environ 30 mètres de diamètre, s'étendant à 90 mètres dans le fond marin. Fabriqué à partir d'un type de basalte noir dont la source naturelle la plus proche se trouve à 800 km dans les montagnes d'Arménie. Les cylindres montraient des marques d'outils, des coupes angulaires précises, une géométrie que l'érosion ne produit pas. Le gouvernement turc a fermé l'expédition dans les 3 semaines, a déclaré le site zone d'exclusion militaire, a confisqué tous les échantillons et la documentation. Le docteur Odawan a accordé une interview à un petit journal turc avant de se taire définitivement. Il a dit: quoi que nous ayons trouvé là-bas, cela prouve que les registres sumériens ne sont pas de la mythologie. Ce sont de l'histoire. Les registres sumériens auxquels il faisait référence sont centrés sur une tablette d'argile au musée archéologique d'Istanbul, numéro de catalogue SAT 12772. Elle a été créée il y a environ 5000 ans. Elle décrit, dans le langage technique d'un document de maintenance, plutôt que d'un texte religieux, une structure sous le fond océanique, près de ce qui était alors le littoral de l'ancienne Sumer. Elle donne des dimensions, elle donne les matériaux de construction, elle donne le nombre de niveaux à l'intérieur de la structure, la fonction de chaque niveau et l'emplacement de l'entrée. La structure qu'elle décrit se trouve aux coordonnées où l'expédition du docteur Odawan a trouvé les cylindres. La tablette a été écrite 5000 ans avant que nous ayons des sous-marins, des sonars ou toute technologie pour vérifier ce qu'elle disait. Elle avait raison. À la fin de cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi VAT 12772 est le document le plus techniquement spécifique et le plus institutionnellement supprimé du corpus sumérien. Nous allons passer en revue ce que la tablette décrit réellement, pas la version mythologique, la version d'ingénierie, les dimensions spécifiques, les matériaux et les détails de construction qu'un ingénieur du MIT a utilisé en 2012 pour produire un modèle structurel tridimensionnel de l'installation. Nous allons examiner les découvertes d'archéologie marine, les données sonars, les marques d'outils, la signature énergétique qu'une équipe géologique du MIT a détectée aux mêmes coordonnées en 2015 et officiellement attribuée à des processus géologiques inconnus. Nous allons examiner le départ des Anunnaki, documenté avec la même précision d'observation que les spécifications structurelles et ce que la tablette dit qu'ils ont laissé derrière eux. Et nous allons examiner la section finale. Ce que la tablette dit est toujours à l'intérieur de la structure, toujours scellé, toujours en attente. Le gouvernement turc a classifié les coordonnées. Le site est une zone d'exclusion militaire. La documentation de l'expédition est confisquée. La tablette est toujours à Istanbul. Les structures sont toujours sur le fond océanique. Voici ce que les deux disent. VAT 12772 appartient à ce que les spécialistes sumériens appellent à la collection de la Genèse d'Eridu, un sous-ensemble de tablettes associées à Eridu que la liste royale sumérienne identifie comme la première ville. Pas la première ville dont nous avons des preuves, la première ville, le point avant lequel les Sumériens disent que l'humanité vivait en groupes dispersés sans écriture, agriculture, mathématiques ou civilisation organisée. Puis les Anunnaki sont arrivés, et en une seule génération, selon les registres sumériens, tout a changé. La plupart des traductions des tablettes d'Eridu se concentrent sur les éléments mythologiques, les dieux qui venèrent du ciel, la création des humains, le récit du déluge. Ce sont les textes qui apparaissent dans les articles académiques, dans les expositions muséales, dans les cours de religion comparée. Ils génèrent un débat érudit, ils ne génèrent pas de silence institutionnel. VAT 12772 est différente parce que ce n'est pas un texte mythologique. Les chercheurs qui ont travaillé avec elle la décrivent comme un document technique, la même catégorie que les tablettes de navigation utilisées pour documenter les routes commerciales, les tablettes d'ingénierie utilisées pour planifier les systèmes d'irrigation, les tablettes administratives utilisées pour gérer la construction des temples. Le langage est procédural. Les mesures sont spécifiques. Le but est la documentation d'infrastructures plutôt que la narration d'événements divins. Ce qu'elle documente, c'est l'Abzu. Les Sumériens utilisaient le mot Abzu dans deux contextes distincts à travers le corpus cunéiforme. Dans leur texte cosmologique, l'Abzu est l'océan primordial d'eau douce sous la terre, un concept mythologique, un royaume sacré. C'est la version qui apparaît dans les traductions académiques. Dans VAT 12772, l'Abzu est une structure. Elle a un catalogue de composants. Elle a des spécifications de construction.
Elle a une adresse, ce ne sont pas la même chose, et la différence entre elles est ce que l'expédition du docteur Odawan a trouvé à 400 mètres sous la surface du golfe Persique. La section technique de la tablette s'ouvre par ce que les traducteurs ont identifié comme un inventaire structurel. Le type de document qu'un superviseur de construction produirait pour vérifier qu'une installation a été construite selon les spécifications. L'entrée de l'Abzu est décrite comme située là où deux fleuves rejoignent la mer. Dans l'ancienne Sumer, c'était la confluence du Tigre et de l'Euphrate lorsqu'ils se jetaient dans le golfe Persique. La tablette précise que l'entrée ne se trouve pas sur le rivage actuel mais en mer, sous ce qui était alors des eaux côtières peu profondes. Il y a 5000 ans, les niveaux des mers étaient de plus bas. L'ancien rivage s'étendait plus loin dans ce qui est maintenant de l'eau libre. Le point d'entrée que la tablette décrit aurait été accessible par bateau à la période où la tablette a été écrite, mais serait maintenant à une profondeur significative. L'entrée elle-même est décrite comme un puits vertical descendant à travers la roche et s'ouvrant dans une chambre principale. Le puits a des dimensions spécifiques dans le système de mesure de la coudée sumérienne, des dimensions qui, lorsqu'elles sont converties, produisent un diamètre d'environ 30 mètres. La profondeur de la descente avant d'atteindre la première chambre est décrite en unités qui se convertissent en environ 90 mètres. 30 mètres de diamètre, 90 mètres de profondeur. Ce sont les dimensions de chaque cylindre dans la formation que l'expédition du docteur Odawan a trouvé à 400 mètres de profondeur. La tablette décrit la structure principale comme consistant en 7 unités cylindriques disposées autour d'un élément central. 6 cylindres extérieurs en schéma annulaire avec un au centre. Chaque unité servant une fonction distincte, chacune reliée aux autres par des passages à des niveaux spécifiques. 7 cylindres en schéma hexagonal avec un au centre, c'est la formation que le sonar a détectée. La tablette décrit ensuite les niveaux intérieurs de l'unité centrale. Le premier niveau, traitement de l'eau. La tablette utilise un terme qui décrit la séparation d'éléments de l'eau qui se traduit le plus directement par filtration ou purification de l'eau pour utilisation. Le deuxième niveau, ce qu'elle appelle purification de l'air, traitement atmosphérique. Le troisième niveau, stockage de la connaissance. La tablette utilise le mot sumérien pour tablette ou registre, combiné avec le mot pour préservation. Le quatrième niveau, processus biologique, le composé sumérien spécifique, ici combine des mots pour la vie, la modification et l'environnement contrôlé. Les niveaux 5 à 7 sont présents sur la tablette mais endommagés. Le texte est incomplet. Ce que le texte survivant décrit, c'est la disposition fonctionnelle d'une installation souterraine autosuffisante, gestion de l'eau, contrôle atmosphérique, stockage d'informations, capacité de recherche biologique et 3 niveaux supplémentaires dont la fonction les dommages nous empêchent de connaître. En 2012, un ingénieur structurel turc nommé Gökhan Sidar a utilisé les mesures de VAT 12772 pour produire un modèle tridimensionnel de ce à quoi l'installation ressemblerait si elle était construite selon les spécifications de la tablette. Il l'a publié dans une revue d'ingénierie. Le modèle montrait une structure plus sophistiquée que tout ce que les humains ont construit jusqu'au XXe siècle. Plusieurs systèmes de sas à pression entre les niveaux. Filtration atmosphérique redondante, chambres modulaires pouvant être scellées indépendamment les unes des autres. Un puits central avec accès en spirale reliant tous les niveaux. Et un système d'alimentation que la tablette décrit comme tirant de l'énergie de la Terre elle-même. Une phrase que Sidar a notée comme cohérente avec l'extraction d'énergie géothermique, une technologie que l'humanité n'a développée sérieusement qu'au cours du siècle dernier. Les archéologues dominants ont rejeté le travail de Sidar comme de la spéculation basée sur un texte ancien mal traduit. 3 ans plus tard, une équipe de géologues marins du MIT a mené une enquête indépendante sur le fond du golfe Persique. Ils cherchaient des écosystèmes chimiosynthétiques autour des évents hydrothermaux. Aux coordonnées correspondant au site de 2004 du docteur Odawan, ils ont détecté un champ électromagnétique d'anomale, un signal basse fréquence émanant du fond océanique dans un schéma qui se répétait toutes les 18,7 secondes, pas aléatoire, pas cohérent avec les processus géologiques connus. Un signal structuré, répétitif provenant d'une profondeur et d'un emplacement cohérent avec un système d'alimentation actif. Le MIT a publié les lectures énergétiques. Ils ont attribué le signal à des processus géologiques inconnus. 2 membres de cette équipe de recherche ont démissionné de leur poste peu après la publication et ont pris des emplois dans des entreprises privées d'archéologie marine. Aucun ne voudra parler sous enregistrement. L'un a déclaré à un journaliste hors enregistrement « Ce que nous avons détecté n'était pas naturel. Et cela nous a effrayés. » La section de construction de la tablette décrit les matériaux de construction de l'Abzu avec une spécificité qui crée son propre ensemble de problèmes pour l'archéologie conventionnelle.
Le matériau structural principal est décrit comme de la pierre noire extraite d'un endroit que la tablette identifie comme se trouvant dans les montagnes loin au nord, une description cohérente avec les formations volcaniques des hautes terres arméniennes qui sont la source la plus proche de la composition spécifique de basalte trouvée dans les cylindres que l'équipe du docteur Odawan a échantillonné avant que le gouvernement ne confisque tout. Ce basalte n'existe pas naturellement dans la région du golfe Persique. L'y acheminer, en quantité suffisante pour 7 structures chacune de 30 mètres de diamètre et 90 mètres de profondeur, aurait nécessité une infrastructure de transport et une logistique organisée sans parallèle dans le registre archéologique de la période que la tablette décrit. Les matériaux d'étanchéité sont décrits séparément et avec une spécificité technique plus grande. La tablette les appelle métal des cieux, une substance qui ne corrodait pas, ne se dégradait pas sous pression, ne pouvait pas être brisée par des outils humains et maintenait son intégrité structurelle sur des périodes indéfinies. La tablette liste 7 sceaux, chacun servant une fonction de protection distincte. Le premier, résistance à la pression de l'eau, le deuxième, absorption des vibrations sismiques, le troisième, protection contre la contamination biologique. Les 4e à 7e, décrits en termes que les Sumériens ne comprenaient clairement pas entièrement, en utilisant des phrases qui se traduisent de par protège contre le feu invisible et garde contre le poison du ciel. Des spécialistes modernes en sciences des matériaux qui ont examiné ces descriptions sans savoir leur source ont suggéré qu'elles sont cohérentes avec des systèmes de blindage contre les radiations et de filtration atmosphérique, protection contre des menaces que les humains anciens n'auraient pas su de vocabulaire pour nommer parce qu'ils ne les avaient jamais rencontrés dans aucun contexte nécessitant d'être nommés. Le système d'éclairage décrit dans la tablette est le détail qui a généré le plus de rejets académiques et la corroboration scientifique indépendante la plus intéressante. Les chambres, selon la tablette, étaient illuminées par des pierres qui capturaient l'essence du soleil, des objets qui brillaient sans chaleur, sans consommer de carburant, sans diminuer avec le temps. Pour la majeure partie de l'histoire de l'érudition sumérienne, cela était traité comme un langage poétique évident, le genre de métaphore de luminosité qui apparaît dans les textes sacrés à travers les cultures. En 1998, des chercheurs ont identifié des structures cristallines capables de stocker et d'émettre de la lumière par phosphorescence sur des échelles de temps significativement plus longues que ce qui avait été documenté auparavant. En 2003, des spécialistes en sciences des matériaux ont développé des composés piézoélectriques qui génèrent de la luminescence à partir de la pression mécanique, des matériaux qui convertissent directement la contrainte physique en lumière sans aucune autre entrée d'énergie. Le fond océanique, à 400 mètres de profondeur, subit des micro-vibrations sismiques continues de faible niveau. Une installation construite à partir de matériaux piézoélectriques dans cet environnement aurait une source lumineuse continue et autorégénérante. Les Sumériens qui ont regardé les Anunnaki illuminer l'Abzu ont décrit ce qu'ils ont vu en utilisant le vocabulaire disponible pour eux. Des pierres qui capturaient le soleil. La technique de construction décrite pour la coupe de pierre est la section qui a produit la réaction académique la plus vive lorsque Sitchin a publié ses traductions en 1976 et qui a, depuis lors, reçu le soutien scientifique le plus inattendu. La tablette dit que les Anunnaki utilisaient le son pour couper la pierre, pas du son métaphorique, des fréquences acoustiques spécifiques qui fracturaient de la roche le long de lignes précises. Les Sumériens ont observé cela et l'ont décrit comme chanter à la pierre jusqu'à ce qu'elle se fende. Dans les années 1960, des chercheurs ont confirmé que des fréquences ultrasoniques spécifiques peuvent fracturer la pierre avec une précision chirurgicale le long de lignes prédéterminées. La technologie est maintenant utilisée régulièrement dans des procédures médicales et des applications de coupe industrielle. Elle fonctionne exactement comme le décrit la tablette. Les Sumériens l'ont vue il y a 5000 ans et l'ont documenté de la seule façon que leur cadre conceptuel permettait, comme un acte divin de précision acoustique. La tablette décrit également les hublots d'observation, des sections des murs de l'installation fabriquées à partir de ce qu'elle appelle de l'eau cristallisée qui ne fondait jamais. Un matériau transparent qui maintenait son intégrité sous la pression des eaux profondes indéfiniment. Les ingénieurs modernes ont développé de l'aluminium transparent en 2006, un matériau céramique avec la clarté du verre et la résistance structurelle de l'acier. Si les Anunnaki avaient une technologie équivalente, les hublots d'observation que décrit la tablette seraient toujours fonctionnels. Les scans sonars de l'expédition du docteur Odawan, selon la documentation confisquée qu'un membre de l'équipe a décrite à un collègue avant que le registre institutionnel ne soit fermé, montraient les cylindres comme creux. Des chambres intérieures intactes ne montrant aucune preuve d'intrusion d'eau après 12 000 ans.
Quelle que soit la technologie d'étanchéité, elle fonctionne toujours. La troisième section majeure de la tablette décrit le départ des Anunnaki, pas leur mythologie, leur logistique. Le départ est daté de ce que les Sumériens appelaient le temps de la grande obscurité, une éclipse solaire, croient les chercheurs, bien que la description astronomique de la tablette soit suffisamment spécifique pour que des chercheurs aient tenté de calculer à quelle éclipse elle correspond. La tablette dit que les bateaux du ciel, les engins que les Anunnaki utilisaient pour voyager entre l'Abzu et leur point d'origine, se sont rassemblés à l'entrée de l'installation sous-marine pendant la période d'éclipse. 7 engins, montant ensemble de l'eau en formation. La tablette nomme les témoins humains présents, des prêtres et des scribes postés sur le rivage pour documenter le départ. Leurs récits sont inclus dans la tablette comme témoignages annexés, une pratique documentaire que les Sumériens utilisaient pour corroborer des registres administratifs significatifs. Les engins sont décrits comme cylindriques, fabriqués du même métal des cieux que les sceaux de l'installation, avec une surface qui réfléchissait la lumière comme de l'argent poli. Ils produisaient une vibration profonde que les témoins ressentaient physiquement dans leur poitrine plutôt qu'entendaient par leurs oreilles. Ils montaient verticalement de l'eau, créant des perturbations de vortex à la surface. Ils ont brièvement plané, puis ils ont ascendé dans ce que la tablette appelle l'océan noir au-dessus, l'espace, et ont disparu. C'est la section où l'interprétation archéologique conventionnelle cesse de s'engager et commence à catégoriser la tablette comme mythologie. La description des engins ascendants ressemble, un lecteur moderne, à une description de vaisseaux spatiaux. Elle a semblé ainsi à Sitchin en 1976 et a généré des décennies de rejet, ce qui rend VAT 12772 différente des textes d'anciens astronautes que l'érudition dominante a réussi à marginaliser n'est pas le contenu de cette section, c'est le contexte. Les engins sont décrits avec la même précision documentaire que les spécifications de l'installation. Ils ont des caractéristiques de catalogue. Ils ont des effets physiques observables, la perturbation de vortex à la surface de l'eau, la fréquence de vibration, le matériau de surface réfléchissant. Les scribes qui documentèrent le départ sont nommés. La tablette traite l'ascension comme un événement physique observable enregistré par des témoins identifiés, pas comme une révélation divine reçue par un prophète. Les textes védiques de l'Inde décrivent des aéronefs appelés vimanas avec des caractéristiques cohérentes avec la description de la tablette. Le livre des morts égyptiens décrit les dieux partant dans des engins qui voyageaient à travers l'eau et le ciel. Le Popol Vuh maya décrit des véhicules célestes transportant les créateurs vers leur lieu d'origine. Aucune de ces cultures n'avait un contact documenté avec les autres pendant les périodes où ces textes ont été composés. Toutes décrivaient le même événement en utilisant un langage qui converge sur les mêmes caractéristiques physiques. La tablette dit que le départ n'était pas total. Une faction des Anunnaki a choisi de rester sur Terre. La tablette les appelle les veilleurs, des êtres qui sont restés pour observer le développement de l'humanité depuis des positions dissimulées, des installations souterraines, des emplacements montagneux. Et un groupe, dit la tablette, est resté à l'intérieur de l'Abzu lui-même, scellé à l'intérieur de l'installation avec des instructions pour la maintenir jusqu'au retour. La tablette décrit le mécanisme biologique qui a rendu cela possible, un état qu'elle appelle sommeil profond, pas la mort, un processus biologique suspendu qui pourrait s'étendre indéfiniment avec des besoins en ressources minimaux, permettant aux veilleurs de survivre à l'intérieur de l'installation scellée sur des échelles de temps mesurées en millénaires plutôt qu'en années. Le livre d'Enoch, un texte dont les origines précèdent ses plus anciens manuscrits survivants d'une période inconnue, décrit des veilleurs qui sont restés sur Terre après le départ des autres êtres divins. La tablette sumérienne n'utilise pas le mot « interdit » en relation avec la connaissance que détenaient en les veilleurs. Elle utilise une phrase qui se traduit par connaissance libérée selon la préparation, information structurée pour la divulgation séquentielle à mesure que l'espèce conçue atteignait des jalons de développement spécifiés. Certains des veilleurs, selon à la fois la tablette et le livre d'Enoch, ont libéré des informations avant le calendrier prévu. La tablette décrit cela comme une violation de protocole qui a déclenché le déluge. Pas une punition divine, mais une réinitialisation gérée. Les Anunnaki, qui étaient l'imparti, ont déterminé que le développement de l'humanité avait été accéléré dans des directions incompatibles avec les paramètres de conception. La réinitialisation a préservé l'espèce. Ziusudra, le Noé sumérien, est décrit dans la tablette non pas comme divinement favorisé, mais comme spécifiquement sélectionné pour porter la base de connaissances génétiques et agricoles à travers le déluge et redémarrer la séquence de développement à partir d'une base documentée. L'Abzu a été conçu pour survivre à la réinitialisation. La tablette est explicite. La structure a été construite pour résister aux événements sismiques, aux montées des niveaux de la mer et aux changements atmosphériques. Les sceaux ont tenu pendant le déluge.
Les veilleurs à l'intérieur sont entrés dans des états suspendus et ont attendu. 12 000 ans plus tard, le sonar du docteur Odawan n'a détecté aucune intrusion d'eau dans les chambres intérieures, les seaux tiennent toujours. La section finale intacte de la tablette contient le détail qui rend compréhensible la suppression des découvertes de l'expédition du docteur Odawan. L'installation n'a pas été scellée vide. La tablette décrit ce que les Anunnaki ont laissé à l'intérieur lors de leur départ, ce qu'elle appelle la graine du retour, un mécanisme qui leur permettrait de rétablir le contact avec la Terre et avec l'humanité lorsque les conditions répondraient à certains critères. La tablette décrit la graine du retour en deux composantes. La première composante est technologique, un dispositif à l'intérieur de la chambre centrale dont la fonction que la tablette décrit en utilisant une phrase qui se traduit par communication à travers l'océan noir. Un mécanisme de signalisation longue portée conçu pour s'activer dans des conditions spécifiques et transmettre vers où que soient les soins partis les Anunnaki. Les conditions d'activation sont décrites comme une combinaison d'alignements astronomiques externes et d'un déclencheur interne, quelque chose que les veilleurs à l'intérieur de l'installation initieraient lorsque le bon moment arriverait. La deuxième composante est biologique. La tablette dit que les Anunnaki ont modifié la génétique humaine avant de partir. Pas la modification générale décrite dans les tablettes de création, c'est une modification supplémentaire spécifique, appliquée à un sous-ensemble de la population humaine dans la période immédiatement avant le déluge. La tablette décrit des marqueurs insérés dans la séquence génétique d'individus sélectionnés. Des séquences héritables qui seraient transmises de génération en génération et qui seraient finalement reconnaissables par des êtres avec la technologie pour lire le code génétique. En 2018, une grande étude d'ADN ancien, pas de 23,5, comme le suggérait le script de référence, mais d'institutions de recherche académique suivant la génétique des populations anciennes, a identifié des marqueurs génétiques anomaux dans les populations modernes du Moyen-Orient qui ne correspondent pas au schéma connu de migration humaine. Les marqueurs apparaissent soudainement dans le registre archéologique vers 5000 avant notre ère, la période où la civilisation sumérienne a émergé. L'étude a noté l'anomalie et n'a pas spéculé sur son origine. La tablette spécule sur son origine. Les marqueurs, selon VIAT 12772, ne sont pas aléatoires. Ils sont la composante biologique de la graine du retour. Les humains qui portent des combinaisons spécifiques de ces marqueurs, dit la tablette, peuvent tous s'interfacer avec l'installation, peuvent accéder à l'entrée, passer les seaux, atteindre les chambres intérieures. L'Abzu a été conçu avec une clé biologique. Et la clé biologique a été distribuée dans la population humaine avant le déluge et passe à travers des lignées depuis lors. La tablette n'identifie pas quelle séquence génétique spécifique constitue la clé. Elle décrit la clé en termes fonctionnels. Les êtres qui la portent reconnaîtront l'Abzu lorsqu'ils le trouveront. Quelque chose dans l'interaction entre les marqueurs et le champ énergétique de l'installation produira une reconnaissance qui n'est pas cognitive, pas apprise, pas enseignée, biologique. L'enquête du MIT a détecté un champ électromagnétique actif émanant du site toutes les 18,7 secondes, un signal structuré répétitif. La tablette dit que l'installation n'était pas passive. Elle est dans un état de maintenance, active, alimentée, diffusant sur une fréquence pour laquelle la population humaine autour d'elle porte le récepteur depuis avant le déluge. C'est ce que le docteur Odawan a trouvé lorsque l'équipement de son équipe a enregistré le champ. C'est ce qui a fait que l'un des chercheurs du MIT a décrit la détection comme quelque chose qui lui faisait peur, pas la signature énergétique elle-même. La reconnaissance que le signal et les marqueurs biologiques décrits dans les textes anciens et les découvertes génétiques anomales dans les populations modernes du Moyen-Orient forment un système cohérent à trois parties. Un émetteur, un récepteur et un message. Le gouvernement turc a déclaré le site zone d'exclusion militaire dans les 3 semaines suivant la détection de la formation par l'expédition du docteur Odawan. L'explication officielle n'a jamais été fournie. Les zones d'exclusion militaire sont déclarées pour des raisons militaires et aucune raison militaire applicable à un site archéologique sous-marin à cet emplacement n'a jamais été identifiée par aucune analyse de défense. La zone d'exclusion est toujours active. Aucune expédition indépendante n'a été autorisée à s'approcher des coordonnées depuis 2004. La tablette dit que l'Abzu a été construit pour durer. Elle décrit l'installation comme une installation permanente conçue pour fonctionner pendant des milliers d'années sans maintenance, pour survivre à toute catastrophe au niveau de la surface et pour rester scellée jusqu'à ce que les veilleurs à l'intérieur initient le protocole de retour. L'enquête électromagnétique du MIT a confirmé que l'installation est toujours alimentée. Le sonar de 2004 a confirmé que les chambres intérieures ne montrent aucune intrusion d'eau. Les cylindres de basalte sont toujours structurellement intacts, après 12 000 ans sous 400 mètres d'eau. Quoi que ce soit à l'intérieur, c'est toujours là.
La tablette décrit l'intérieur de la chambre centrale, le niveau que la tablette appelle le stockage de la connaissance, comme contenant ce que les Anunnaki ont apporté de leur propre civilisation. Pas la technologie qu'ils ont donnée à l'humanité, la technologie qu'ils ont gardée, la connaissance qu'ils ont jugé que l'humanité n'était pas encore prête pour conserver dans un stockage physique à l'intérieur d'une installation sous-marine scellée maintenue par des êtres dans des états biologiques suspendus, attendant les jalons de développement qui déclencheraient à la divulgation. La tablette liste ces jalons: la capacité de lire les instructions des êtres vivants, le génome, la capacité de projeter la présence humaine au-delà de l'atmosphère, le développement de systèmes de communication connectant toute l'espèce simultanément, la capacité de détruire l'espèce de l'intérieur. Le projet du génome humain a été complété en 2003, le premier satellite en 1957. L'infrastructure Internet mondiale opérationnelle depuis les années 1990, les armes nucléaires depuis 1945. Selon les critères de la tablette, les 4 jalons ont été atteints. Les conditions de divulgation sont réunies. Les veilleurs à l'intérieur de l'Abzu, si la description de la tablette de leur état suspendu est exacte, et si les systèmes d'alimentation de l'installation les ont maintenus, attendent que le protocole de retour soit initié. Le signal électromagnétique diffuse toujours toutes les 18,7 secondes. Personne avec l'autorité pour y répondre ne parle de ce que cela signifie. Voici ce que les preuves, indépendamment de toute interprétation, établissent. Une tablette d'argile à Istanbul décrit une installation sous-marine avec des dimensions spécifiques, des matériaux de construction et des coordonnées de localisation. Les dimensions correspondent aux structures trouvées à ces coordonnées par une expédition d'archéologie marine en 2004. Le matériau de construction, basalte noir d'une source à 800 km, a été confirmé dans des échantillons avant que le gouvernement ne les confisque. L'expédition a été fermée dans les 3 semaines et le site déclaré zone d'exclusion militaire sans explication. Une enquête géologique du MIT en 2015 a détecté un signal électromagnétique actif à ces coordonnées. Un champ structuré répétitif que l'article publié a attribué à des processus géologiques inconnus. 2 membres de cette équipe ont quitté leur poste par la suite et ne discuteront pas de l'enquête sous enregistrement. Un ingénieur structurel a produit un modèle tridimensionnel à partir des spécifications de la tablette en 2012 qui montrait une installation plus sophistiquée que tout dans l'histoire de la construction humaine jusqu'au XXe siècle. La description du système d'alimentation du modèle est cohérente avec l'extraction d'énergie géothermique. La description du système d'éclairage est cohérente avec la luminescence piézoélectrique. La description du matériau d'étanchéité est cohérente avec les composés modernes de blindage contre les radiations. La recherche sur l'ADN ancien a identifié des marqueurs génétiques anomaux dans les populations du Moyen-Orient, qui apparaissent soudainement dans le registre archéologique au moment précis où la tablette dit que l'Abzu a été scellé et que les Anunnaki sont partis. La tablette dit que l'installation est toujours intacte. Les données sonars sont cohérentes avec cela. Le signal électromagnétique est cohérent avec un système d'alimentation actif. Le statut classifié du site est cohérent avec un gouvernement qui a trouvé quelque chose qu'il n'est pas prêt à expliquer publiquement. Les Sumériens appelaient l'Abzu le fondement du monde. Ils disaient que tout ce que l'humanité sait, l'écriture, les mathématiques, l'agriculture, le droit, la science, venait de ce que les Anunnaki ont enseigné aux humains à l'intérieur de ces chambres. Et ils ont documenté, dans le même langage technique qu'ils utilisèrent pour les systèmes d'irrigation et les routes commerciales, que l'installation est toujours là, toujours scellée, toujours en fonctionnement, attendant que quiconque possède la clé revienne et l'ouvre. La tablette se termine par un avertissement qui a été conservé dans une chambre forte d'un musée d'Istanbul pendant 5000 ans, adressé à quiconque la lirait finalement avec la capacité de comprendre ce qu'elle disait. Les sceaux se briseront quand le moment sera venu, quand l'humanité sera prête. Et quand cela arrivera, ce qui est à l'intérieur vous élèvera ou vous détruira. Parce que l'Abzu ne contient pas seulement de la technologie. Il contient la vérité sur votre origine, ce pourquoi vous avez été conçu et ce qui vous attend quand nous reviendrons. Le gouvernement turc a les coordonnées. L'enquête du MIT a les données électromagnétiques. La recherche sur l'ADN ancien a les anomalies génétiques. La tablette a les spécifications, les détails de construction, l'emplacement et l'avertissement. Personne avec une autorité institutionnelle ne connecte officiellement ces éléments. Le site est scellé de l'extérieur et selon un signal électromagnétique diffusant toutes les 18,7 secondes depuis 400 mètres sous le golfe Persique, toujours actif de l'intérieur. VAT 12772 n'est pas un texte mythologique, c'est un document technique. Il décrit une infrastructure, il donne des coordonnées, il décrit des matériaux de construction qui ont été physiquement confirmés à ces coordonnées. Et il dit que l'installation à ces coordonnées a été conçue pour être trouvée.
non pas par la civilisation qui l'a construite, mais par la civilisation qui a grandi après elle. Nous l'avons trouvée en 2004. Le gouvernement qui l'a trouvée l'a classifiée immédiatement. La tablette dit que la connaissance à l'intérieur sera libérée quand l'humanité sera prête. Si quelqu'un a déjà décidé que nous ne le sommes pas, c'est la question à laquelle la classification, les échantillons confisqués et le silence de tous ceux qui ont été suffisamment proches du site pour savoir ce qui s'y trouve réellement ont répondu pendant 20 ans. Si vous voulez suivre là où cela mène, abonnez-vous. La semaine prochaine, nous couvrons la tablette d'Enki en entier. Le protocole complet de génie génétique pour la création de l'Homo sapiens, les gènes orphelins sans ancêtres évolutifs et la documentation de Bagdad qui a confirmé que la traduction était exacte à 93% avant de disparaître en 2003. La vidéo à l'écran en ce moment couvre la dernière tablette sumérienne finalement traduite, celle qui décrit la séquence de conditions marquant la fin du cycle humain actuel et où nous nous situons actuellement dans cette séquence. Regardez-la ensuite.